Epic Fury. Les guerres ne commencent pas par des missiles, elles commencent par un nom. Ces noms, qu'ils soient mystérieux ou grandiloquents, font partie intégrante de la guerre, de l'opération, dès lors qu'elle se déploie. Ils proposent un cadrage, signalent une intention, ou au contraire, brouillent les pistes. Ils sont, avant le premier coup de canon, des actes de langage. Après Rising Lion, l'opération israélienne contre les capacités nucléaires de l'Iran de juin 2025, rebaptisée assez rapidement guerre des 12 jours par Donald Trump, précisément pour en précipiter la fin, voici Epic Fury, nom de l'opération américano-israélienne contre le régime des Mollahs. Mais au fait, qui décide du nom d'une guerre? Selon quels critères? Et qu'est-ce que ces choix révèlent? Après le bureau des légendes, voici le bureau des noms. La mécanique est moins romanesque qu'on ne l'imagine. Elle est bureaucratique. Dans la plupart des armées modernes, les noms sont proposés par des services, nommés les services de planification opérationnelle. Ils sont ensuite validés par la chaîne de commandement, remontent jusqu'au chef d'état-major, et parfois, comme dans le cas d'une opération si importante qu'Epic Fury, jusqu'à la Maison-Blanche elle-même. Par exemple, en France, c'est l'état-major qui prépare des noms qui sont ensuite présentés à l'Élysée. Aux États-Unis, il existe même une banque de mots prédéfinie. Elle est accessible, vous pouvez la consulter, dans laquelle les services de planification piochent pour générer des combinaisons à 2 termes. L'objectif de ces combinaisons est d'éviter les noms trop politiques, trop explicites, voire inconvenants. On se souvient par exemple du précédent Infinite Justice, rebaptisé en urgence après le 11 septembre, car jugé offensant, seul Dieu peut avoir une justice infinie dans la tradition musulmane. Quels que soient les pays qui mènent la guerre, on peut finalement repérer 5 champs sémantiques récurrents dans les noms d'opérations militaires, au point qu'il est facile de constituer un générateur de noms de guerre. Si vous avez envie de jouer, je vous suggère ce Fantasy Name Generator. Le premier champ, c'est celui des vertus morales, la liberté, la justice, la constance, l'honnêteté. La riposte iranienne, d'ailleurs, s'appelle promesse honnête. Les éléments naturels, ouragan, désert, fer, plomb, turquoise. Les animaux et symboles, la France en raffole dans ses opérations en Afrique. Épervier, faucon, barracuda, licorne ou encore sangaris, qui est le nom d'un papillon qu'on retrouve en Centrafrique. Le 4e registre est celui de la protection, gardien, sentinelle, bouclier. Bien sûr, la puissance brute, colère, furie, tonnerre ou encore dévastation. Epic, lui, appartient à un 6e registre plus récent qui est celui de l'épopée. Il prépare la mise en récit pour les opinions publiques et c'est en ça qu'il est si intéressant. Pendant longtemps, nommer une opération militaire, c'était d'abord la dissimuler. Par exemple, Overlord était délibérément elliptique, le nom opéré comme un masque. Avec Epic Fury, c'est l'inverse qui prévaut. Le nom est brandi tel un drapeau. Il véhicule une intention politique et surtout, il anticipe le jugement de l'histoire. Cette évolution, elle suit une logique médiatique évidente. Dans un monde où chaque opération sera scrutée en direct, partagée, commentée, retweetée, le nom est finalement le premier message. Cette évolution trahit peut-être une hybridation culturelle inattendue avec l'univers des jeux vidéo. Pendant 20 ans, les studios ont nommé leurs titres de guerre en s'inspirant du vocabulaire militaire. Call of Duty, Opération Flashpoint, Ghost Recon. La fiction imitait la réalité. Le mouvement s'est désormais inversé. Ce sont les opérations militaires réelles qui ressemblent à des titres de jeux vidéo ou à des titres de comics. Epic Fury aurait parfaitement pu être le nom d'un nouvel opus de Call of Duty par exemple. La fiction n'imite plus la réalité, elle la précède. Ces noms sont également des vecteurs de culture. Les critères de nomination ne sont pas universels. Ils reflètent des cultures nationales, des imaginaires collectifs, des fondations symboliques, des mythologies. Les opérations israéliennes, par exemple, ont assez fréquemment recours à des références bibliques. Plomb durci, raisin de la colère, pilier de défense ou encore Rising Lion ne vous diront peut-être rien, mais ce sont en fait toutes des mots extraits de la Bible. Par leur profondeur culturelle, ces noms ancrent l'action militaire dans un récit eschatologique et dans un récit surtout légitimant. La France laïque fait, elle, des choix différents, mais pas moins signifiants. Serval, le nom d'un félin agile, endémique des zones arides pour l'intervention au Mali. Un félin qui évoque la précision, davantage que la puissance. Sentinelle, pour l'opération intérieure post-attentat. Un mode vigilance sobre, sans emphase, presque civil. Ces choix discrets sont en fait des choix politiques. Ce qui traverse toutes ces cultures, c'est l'impératif de concision. Un mot, 2 au maximum, très exceptionnellement 3. Il faut faire court pour faciliter la reprise médiatique et l'installation du terme dans l'opinion. Et opération alors. Tous ces noms s'accompagnent d'un mot,
qu'on a fini par ne plus remarquer tellement il s'est banalisé. Opération. Ce terme a une vocation institutionnelle. Il installe un discours de technicité, de maîtrise, de processus contrôlé. Il rapproche surtout la guerre de la médecine. En santé, une opération, c'est une intervention nécessaire, ciblée. Employer ce vocabulaire pour désigner un acte de guerre engage donc un glissement sémantique puissant. La violence devient clinique. Ce n'est pas un hasard si l'on parle aussi de frappe chirurgicale. Epic Fury concentre à lui seul toute cette tension. La fureur assumée, furie mais élevée au rang d'épopée, épique. La violence, mais sublimée en destin, la guerre, mais présentée comme un acte cathartique. Les noms d'opération ne décrivent pas la guerre, ils la racontent, ils la légitiment. La communication corporate s'inspire elle aussi des états-majors. Dans une circulation de références viriles, nombre d'entreprises ont emprunté aux armées le naming de leurs opérations. Observons par exemple la sémantique des grands plans de transformation d'entreprise. Phoenix, qui a accompagné Sanofi pendant plusieurs années, le projet Comet de la Maïf sur lequel nous avons travaillé, le plan Titan ou encore Odyssée. Un ou deux mots, un nom propre ou une métaphore de puissance, une promesse de dépassement. La structure est identique au nom d'opération militaire. L'intention aussi. Il s'agit de mobiliser, de donner un cap, de transformer une décision en une aventure collective. Le parallèle va même encore plus loin. Comme les états-majors, les directions générales d'entreprise ont compris qu'un bon nom de projet devait remplir plusieurs fonctions. Il doit fédérer les équipes autour d'une identité commune, il doit cadrer la perception en interne comme en externe, il doit enfin neutraliser la conflictualité, exactement comme le mot opération neutralise la violence. Le discours institutionnel, c'est un discours sans adversaire, c'est même ce qui le caractérise. Aussi, la prochaine fois qu'une agence vous proposera de baptiser votre transformation, posez-vous ensemble cette question. Qui devrons-nous convaincre? Qui cherchons-nous à mobiliser par ce nom? C'est souvent le meilleur point de départ pour générer des évocations.